Je vais vous poser quelques questions de précision. Vous avez déclaré ici que lorsqu'il y a eu un incident sur le président Selou, après cet incident, vous étiez rendu avec ce dernier chez le président Dadis. Est-ce que vous confirmez cela? Des incidents, quand le domicile de Ella Selou avait été attaqué. Là, je m'étais rendu là-bas avec un autre responsable du parti à l'époque. Oui, mais je crois vous avoir... La deuxième fois, c'était lorsqu'on avait une rencontre avec la section de Madina. OK. Et des éléments des bérets rouges étaient venus interrompre la réunion. Et de là, avec M. Diallo Selou, on s'est rendu au camp Alpha Yaya, où on a rencontré expressément le capitaine Dadis Camara. OK, d'accord. Les deux incidents, si je retiens, pour lesquels vous êtes parti voir le président Dadis, quand vous l'avez rencontré à cette occasion, quelle a été sa réaction lorsque vous lui avez signifié l'existence de ces incidents-là? La première fois, on ne l'avait pas rencontré, c'était presque 72 heures ou dans la semaine de la prise du pouvoir. Okay. La deuxième fois, on était pratiquement dans une de ces pièces et la rencontre était cordiale et conviviale. Convivial. Quelle a été la réaction quand vous lui avez porté à sa connaissance ces incidents-là, l'interruption de la réunion par les bérets rouges? Bon, je pense qu'il avait reçu une information qui n'était pas du tout en conformité avec la réalité. Je n'ai pas compris. J'ai dit la raison, certainement, puisque je ne me souviens pas exactement des détails, il n'avait pas reçu une bonne information, ce qui a justifié l'arrivée des bérets rouges à Madina pour interrompre la réunion. L'incident a été réglé? Bien entendu. OK. Je voulais savoir à quel moment précis, est-ce que c'est la journée ou la nuit, vous aviez l'habitude de rencontrer le président Dadis? Mais avant ça, est-ce que vous aviez l'habitude de le rencontrer? Non. Vous ne l'avez jamais rencontré, vous? En dehors de ça, on ne l'a pas rencontré, hormis les réunions publiques, comme tout le monde. Comme tout le monde, d'accord. Mais c'est vrai quand même que les leaders politiques défilaient au camp Alpha Yaya pendant la nuit, au moment de la présidence de Dadis. La seule fois où je me suis rendu au camp Alpha Yaya la nuit, c'était avec le doyen Jean-Marie Doré. Oui, je ne parle pas de vous, justement, pas de vous seulement, mais à chaque fois, quand même, les leaders politiques se rendaient au camp Alpha Yaya pour le rencontrer la nuit. C'est possible. OK. Donc, est-ce qu'on peut dire que le président Dadis, jusqu'avant le 28 septembre, il était réceptif au dialogue? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui on pouvait dialoguer? Lorsque je me suis rendu la nuit au camp Alpha Yaya avec le doyen Jean-Marie Doré, nous n'avons pas été reçus. Vous n'avez pas été reçus? Vous aviez pris rendez-vous avant de venir? Bon, c'est le doyen qui s'est occupé de cet aspect des choses. Bon, je voulais savoir si vous avez reçu rendez-vous, parce que quand vous venez rencontrer un chef d'État sans rendez-vous, si vous n'êtes pas reçu, vous ne pouvez pas l'en vouloir pour ça, oui ou non? C'est possible, mais je ne pense pas que le doyen expressément nous demande à ce qu'on aille au camp Alpha Yaya sans au préalable qu'il ait pris les dispositions afférentes. D'accord.
D'accord, on peut noter simplement que les incidents pour lesquels vous l'avez rencontré avaient été réglés. Très bien. Le 28 septembre, parce que vous avez dit ici que sa déclaration à Boulbinet a été l'élément déclencheur, un facteur déclencheur. Bien entendu, c'est ce que vous avez déclaré ici. Le 28 septembre, le président d'Addis, peut-être que M. Thibou Kamara viendra à cette barre comparaître, bien entendu, en tant que témoin, a essayé quand même de discuter avec le président Sidya Touré. Est-ce que cette information a été portée à votre connaissance? Le jour même, le 28 septembre, lorsqu'on s'est retrouvé au domicile de M. Jean-Marie Douré, c'est à ce moment-là que le président Sidya Touré nous a fait part d'une conversation nocturne téléphonique qu'il a eue avec le président d'Addis. D'accord. Et cette conversation, le président demandait un report de la manifestation. Mais c'était à 2 heures du matin. Oui, d'accord, je comprends. N'oubliez pas, hein, il y a une manifestation qui devait se tenir ce vent-là, le 20 mars passé, là. C'est tardivement que, effectivement, les religieux ont rencontré les forces vives et que ça a été reporté. Donc la tardivité ne pose pas problème si on est de bonne foi. Le contexte est totalement différent. Bon, c'est vous qui le dites. Ce qui veut dire que, vous-même, vous l'avez dit ici, que le principe, ce n'était pas l'interdiction, c'était un report. Ici, c'était un report. Ça veut dire qu'on vous demandait simplement de repousser la date du 28 septembre. Sauf que c'était tard la nuit. Sa conversation avec M. Sidya Touré. C'était le jour même. D'accord. 2 heures du matin, c'était même le 28 septembre. Ok, bien entendu. Vous pensez que celui qui prépare une répression peut demander un report d'une manifestation à cette heure-là? Je ne peux pas me prononcer. C'est normal. Et justement, parce que... Ok. Il y avait quelle urgence? Il y avait quelle urgence de tenir coûte que coûte cette manifestation ce jour-là? Quelle était l'urgence? Il n'y avait pas d'urgence puisqu'une lettre qui a été envoyée le 23 septembre pour une manifestation projetée le 28 septembre, les autorités ont eu largement le temps d'en être informées. D'accord. Et ils n'ont pas pris des dispositions ni une médiation express. Donc, d'accord. Ceci explique cela. Oui, que ce procès-là se tient dans un contexte pareil. Quand je dis contexte pareil, je parle de la transition. Je vais toujours sur la base de l'actualité. Les religieux, parce que dans votre cas, je crois qu'également, il y avait les religieux qui s'étaient impliqués dans cette situation. Ce qu'on est en train de vivre là, c'est que les religieux ont réussi, bien entendu, à faire reporter la manifestation sans impliquer directement le chef de l'État. Est-ce que ce n'était pas possible chez vous? Parce que là-bas, dans votre cas, c'est le président de la République, le chef de l'État lui-même, qui a pris la responsabilité sur lui pour appeler un leader politique. Est-ce que ce n'était pas trop élevé, à mon avis? Si les religieux ont reçu de le faire maintenant là, est-ce qu'à l'époque, quand un président de la République demande ça à cette heure-là, est-ce que vous ne pouviez pas faire un effort de sursoir la manifestation ce jour-là ou reporter? Les deux parallèles ne sont pas du tout... c'est deux contextes totalement différents. Oui, je suis d'accord que les contextes sont différents parce que vous avez une position aujourd'hui qui est totalement différente de celle... aujourd'hui, vous n'appartenez pas aux forces vives, alors qu'au moment du 28 septembre, vous appartenez aux forces vives. Donc, je ne m'attends pas à ce que vous déclariez que c'est le même contexte. Et il faut préciser les choses. Actuellement, certains ont créé les forces vives de Guinée. Or, nous étions les forces vives nationales. C'est totalement différent. Bon, ça dépend, c'est votre interprétation. Non, c'est deux notions totalement différentes. D'accord. Quelqu'un nous dira autre chose, hein, monsieur. C'est possible, mais c'est les forces vives dans le compte national. Ça veut dire
c'est des membres des partis politiques, la société civile, les mouvements sociaux, syndicaux. C'est cet ensemble, et même on peut aller au-delà. C'est cela les forces vives nationales d'un pays. Je comprends, mais il n'y a jamais une unanimité autour de la question. C'était le même contexte au moment, à ce moment précis-là. Il y avait quand même, ce n'est pas tout le monde qui était forcément avec vous, il y en a qui étaient de l'autre côté. Ok, j'en passe. En fait, je voudrais simplement dire que si cette situation se posait, vous-même, vous avez dit tout à l'heure qu'il n'y avait aucune urgence de tenir courte cette manifestation ce jour-là. Je voulais vous poser une question. Tout récemment, je vous ai écouté ces derniers temps, votre position a varié sur les questions de manifestation. Vous n'acceptez plus, vous, les manifestations. Est-ce que ça veut dire qu'avec le recul, vous vous êtes dit, ce qu'on vous a dit à l'époque, ce qui avait été dit par exemple à M. Sidya Touré, que la Guinée a connu quand même des événements suite aux différentes manifestations. On se rappelle, janvier-février 2007, il y a quand même des manifestations qui ont conduit à ce genre de choses. Aujourd'hui, avec le recul, vous-même, vous avez déclaré dans beaucoup de vos interventions que les manifestations conduisent souvent à des pertes en vies humaines. Est-ce qu'avec le recul, vous estimez que ce jour-là, c'était possible pour vous de pouvoir reporter la manifestation avec le recul? Bon. Le 28 septembre a été une date symbolique qui a été choisie parce que l'enjeu était extrêmement important et les voies de médiation étaient épuisées et il n'y avait pas d'autre alternative que de montrer à la face du monde que la majorité de la population guinéenne ne voulait pas d'une dictature. Oui, je comprends. Je comprends parfaitement. Vous savez, tout est relatif. Vous êtes un homme politique très averti et moi j'ai personnellement beaucoup de respect pour vous. C'est le cas de beaucoup de confrères dans cette salle-là. C'est ce que je dis. Ça peut être en fait votre interprétation, mais si par exemple aujourd'hui, parce que vous avez pris votre distance des manifestations, vous pouvez dire pourquoi vous l'avez fait vous? Parce que si j'estime qu'une action ne contribue en rien à faire prospérer l'intérêt national et au contraire peut être un facteur de nuisance pour l'intérêt national, il va de soi que je ne vais pas y souscrire. Très bien. Et à l'époque, cette manifestation le 28 septembre 2009, par rapport à l'enjeu et aux préoccupations du moment, c'était d'un intérêt national que cette manifestation puisse avoir lieu, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure. D'accord. Ça peut être votre lecture, tout comme ça peut être la lecture d'un autre homme politique. On est d'accord? Ok, d'accord. Monsieur Ba, parlant du rapport de la Commission nationale d'enquête, tout à l'heure, quand mon aîné confrère vous a posé la question, vous êtes beaucoup plus appesanti sous le résultat de la commission d'enquête. Autrement dit, vous estimez qu'il y a des déclarations à l'intérieur, bien entendu, de ce rapport-là que vous n'approuvez pas. Vous maintenez cette déclaration? Bien entendu. Très bien. Alors, vous savez, le rapport, ce résultat-là, et puisque, d'abord, avant que le résultat ne soit produit, la commission a été mise en place par le président Moussa Dadis Camara. Mon aîné l'a rappelé tout à l'heure, le 29 septembre, on annonce, le 7 octobre, on entérine. Ne pensez-vous pas que c'était quand même une volonté d'aller vers une histoire de faire la lumière sur les événements? Je ne discute pas cet aspect des choses puisque J'ai pas compris. Je ne discute pas cet aspect des choses puisque moi-même j'ai été auditionné par cette commission. Mais les conclusions du rapport qui ont été présentées ici sont telles
qu'une partie de mes déclarations ont été utilisées pour conforter une thèse qui n'est pas en conformité avec la réalité. D'accord, non. À partir de ce moment-là, puisque l'objet du rapport, c'était d'aboutir à des conclusions, ces conclusions ont utilisé des faits qui sont en contradiction avec la réalité et par conséquent, le rapport est invalidé de facto. D'accord, par vous. Et vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas les compétences nécessaires de juger les faits et les gens. Et là, vous êtes en train de juger le rapport. À partir du moment où dans un rapport, il y a un élément qui n'est pas en conformité avec la vérité, tel que je l'ai vécu, il va de soi qu'à mes yeux, ce rapport souffre d'objectivité. Oui, c'est normal parce que vous êtes partie civile dans ce dossier-là. Mais mon problème n'est pas le résultat du rapport, en fait. Mon problème n'est pas là. Parce que ce que je veux dire, mon problème, c'est qu'est-ce qui a prévalu à la mise en place de la commission d'enquête nationale. Qu'est-ce qui a prévalu? Est-ce qu'en tant qu'homme politique, vous savez que même la tenue de ce procès, il a fallu une volonté politique pour que ce procès se tienne? Oui ou non? Bien entendu. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Et bien entendu, est-ce qu'il n'a pas fallu également une volonté politique pour qu'on puisse prendre quand même un acte pour mettre en place une commission d'enquête? Pas les résultats d'abord, la commission elle-même. Mais la commission, à partir du moment où elle est constituée par décret présidentiel, bon, elle a l'obligation d'aller dans le sens de la mission. Oui, je comprends. Donc, il n'y a pas d'objet, il n'y a rien à dire. Monsieur Ba, jusque-là, je crois que tout va bien. Mon problème, il faut que... Parce que l'objectif, c'est pour que le tribunal comprenne ce dont on est en train de parler. Je veux dire, ce procès-là, il se tient. C'est parce que le chef de l'État actuel a voulu. Sinon, les événements sont déroulés depuis 2009. On a fait plus de 10 ans. L'instruction est terminée en 2017. Les choses auraient pu se tenir. Si le procès se tient aujourd'hui, n'est-ce pas par la volonté politique du chef de l'État actuel? C'est tout à fait vrai. Très bien. Donc, en Conseil de ministres, il a décidé que le procès se tiendra le 28 septembre. Oui. OK. N'est-ce pas également une volonté du président, du chef de l'État d'alors, de prendre l'engagement au lendemain des événements du 28 septembre, d'annoncer, bien entendu, la mise en place de la commission d'enquête et de l'entériner effectivement le 7 octobre? Est-ce que ce n'est pas une volonté politique? Et vous-même, vous le dites, avec un décret présidentiel. C'est une volonté politique. Il n'y a Parfait. pas de doute là-dessus. Je suis très content de votre réponse. Vous savez qu'il n'était pas en Guinée, il était convalescent à partir, il était à Ouaga quand le résultat de la commission d'enquête sortait, le 20 janvier 2010. Vous le savez, non? Au moment où la commission rendait ses résultats, le président Dadis n'était plus le chef de l'État. Est-ce que vous le savez? C'est possible, mais je n'ai pas les détails, la chronologie. C'est possible. D'accord. Non, ça c'est un fait qui est acquis au débat. Le rapport de la commission d'enquête est très clair. C'est le 20 janvier 2010. Le président Dadis, ayant été atteint par une balle le 3 décembre, il était impossible qu'il soit là en ce moment où on présentait le rapport de la commission d'enquête nationale. Est-ce que, en ce moment-là, il était possible, puisqu'il n'est plus en possession de tous ses moyens, donc les moyens de l'État, d'influencer les résultats de la commission d'enquête? Je n'ai pas de réponse pour ne pas m'aventurer dans un environnement que je ne maîtrise pas. Le tribunal appréciera. Monsieur Baori, qu'est-ce que vous retenez de bon du président Dadis? Ils ont pris le pouvoir sans effusion de sang. C'était une préoccupation à l'époque. Après beaucoup de situations conflictuelles, puisque les prolongements de la guerre civile du Libéria, de la Sierra Leone et d'autres troubles que la Guinée avait connus,
pouvait penser qu'il pourrait y avoir des règlements de compte après le départ et le décès du général Lansana Conté. Mais grâce à Dieu, ça s'est passé de la manière la plus pacifique possible. Ça, c'est un bon point. Les engagements du départ étaient unanimement appréciés. C'est au cours du parcours que le chemin a pris une autre direction. D'accord. J'ai deux dernières questions. On est d'accord que... Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'arrivée d'une commission d'enquête internationale dans un pays est aussi une question de volonté politique? C'est clair. Merci, M. Ba. Je vous remercie. Merci, M. le Président. Parce que c'est notre client qui est à la barre. Nous voudrions, avant de commencer nos interrogatoires, remercier en fait votre composition, vous et vos assesseurs, pour la sérénité avec laquelle vous dirigez les débats et le respect des droits et des dignités de nos clients. Merci, Monsieur le Président, et à vos assesseurs. Monsieur Camara. Oui, maître. Je voudrais vous appeler capitaine, parce que vous êtes plus fier de cette qualité. Pas de problème, maître. Très bien. Vous avez accédé au pouvoir par coup de change, par la volonté de vos frères d'armes. N'est-ce pas une chance pour vous d'accéder au pouvoir sans effusion de sang? Merci, maître, pour cette question. Et par rapport à la question, sans effusion de sang, je ne vais pas m'arroser des fleurs au fait de la gloire. Je dis simplement, s'il n'y a pas eu effusion de sang, ce n'est ni ma force. C'est une chance que j'ai eue. Sinon, ce n'est pas une qualité, maître, parce que dans l'histoire militaire, lorsque des militaires se saisissent du pouvoir, il faut juste avoir la chance. D'accord. On considère que c'est une chance pour vous. Est-ce que du moment où cela n'est pas arrivé, est-ce que votre souhait a été un tant soit peu que le sang d'un seul Guinéen soit versé pendant l'exercice du pouvoir? Est-ce que vous l'avez souhaité, ne serait-ce qu'une seule fois? Non, je ne l'ai pas souhaité, maître. Très bien. La preuve est que en 2008, où le décès du feu général Lansana Conté, jusqu'au 29 septembre 2009, aucun Guinéen n'a perdu la vie sous votre magistère. Oui ou non? Oui, maître. Non. Donc personne n'a perdu la vie. Vous dites? J'ai dit personne n'a perdu la vie à cause de votre pouvoir pendant le début de votre prise de pouvoir jusqu'au 27 septembre 2009. Oui, c'est pour ça que, maître, pour ceux-là qui sont des incrédules, hein, et je ne parle pas de ceux qui sont des incrédules, qui ne connaissent pas Dieu. C'est pourquoi je dis, c'est juste une question d'échange, maître. Très bien. Ce n'est ni ma force, ni ma gloire. Je comprends, Monsieur le Président. Monsieur le Président, quand vous étiez président, moi je faisais la deuxième année droit. Donc je vous suivais régulièrement à la télé et je voyais votre volonté, ce que vous voulez pour le pays. Bon, je ne sais pas si c'est le micro ou quoi, mais on a du mal à comprendre même vos questions. Voilà. D'accord. C'est bon? Voilà. Oui. Ok. Je disais que pendant que vous étiez au pouvoir,
Moi, je faisais la deuxième année droit. Je vous suivais à la télé, j'admirais ce que vous faisiez parce que vous aviez la volonté de faire bouger ce pays-là. Oui ou non, vous aviez cette volonté lorsque vous avez pris le pouvoir et pendant l'exercice du pouvoir. Oui, maître. Très bien. Monsieur le Président, avant, je vais poser mes questions de manière chronologique. Donc avant, à la veille du 28 septembre, le jour et les jours qui ont suivi. À la veille du 28 septembre, vous vous êtes rendu à l'Abbé avec une délégation. Oui ou non? Oui, maître. L'objectif, c'est parce que des sages de Fouta étaient venus vous demander de vous rendre dans cette localité afin d'être accueillis par la population. Oui ou non? Oui, maître. De bonne foi, parce que vous étiez le père de la nation, vous avez décidé de vous rendre à l'Abbé. Oui, maître. Très bien. Lorsque vous avez été à l'Abbé, quelle était l'ambiance que vous aviez ce jour-là avec la population de cette localité? Ce que j'ai constaté à l'Abbé ce jour, même pas l'Abbé, a commencé par Maman en allant, je ne sais pas si c'est de là-bas au Pita jusqu'à l'Abbé. Je me suis dit que ce n'est pas pour rien que j'ai fait le déplacement. J'ai trouvé un peuple, une population qui m'a prouvé qu'on est tous Guinéens. Très bien. Donc vous êtes senti chez vous, à l'Abbé? Chez moi-même. Très bien. Et vous avez quitté l'Abbé confiant de votre popularité, notamment par les jeunes, ou bien? Oui, non seulement par les jeunes de l'Abbé, mais la population elle-même l'estime. Bon, peut-être l'expression popularité, mais l'estime, le respect, j'étais vraiment confiant. Le micro est fermé. Ah. Je le dis que c'est bon. Que je le dis parce qu'il a été dit à cette audience que vous êtes rendu au stade, à l'Abbé du moins, pour défier les opposants. Alors que ce sont les sages, c'est à la demande des sages de cette localité que vous vous êtes rendu. Ce n'est pas une question, c'était une précision. Monsieur capitaine, oui, maître. Quand vous êtes revenu de l'Abbé, est-ce que vous confirmez que vous êtes rentré à Conakry dans les bandes de Zoroyeur 1 heure? Oui, tout à fait, maître. Donc vous étiez fatigué. Oui. Vous aviez trouvé qu'il y a des personnes qui vous attendaient. Oui, maître. Mais étant donné que vous étiez fatigué, vous êtes rentré directement vous coucher. Oui ou non? Oui, mais sauf par allégation des allégations. Sinon, ce que vous dites, c'est ce qui s'est passé, maître. Très bien. Non, on est là pour dire la réalité des faits. Oui. Et en somme, si vous êtes parti vous coucher, parce qu'il a été soutenu à la barre ici, selon certaines parties civiles ou d'autres, qu'une réunion
aurait été tenue par le CNDD dans la nuit du 27. Dans la nuit du 27, une réunion s'était tenue. Est-ce que vous, qui étiez le président du CNDD à l'époque, après votre tournée à l'abbaye, vous rentrez à Conakry à 1h du matin, vous trouvez des gens chez vous, vous n'avez pas eu le temps de communiquer avec vous, vous êtes parti directement vous coucher. Est-ce qu'on peut dire que vous avez participé à une réunion quelconque ce jour-là? Et maître, comme je vous le dis, parce que, vous savez, chacun a sa position. Et moi, ce que je sais, je n'ai tenu aucune réunion. Très bien. Avec les membres du CNDD. Très bien. Cette déclaration, j'en viendrai. Tous les membres du CNDD confirment qu'il n'y a jamais eu de réunion ce jour-là concernant une quelconque manifestation. Monsieur le Président, Monsieur le capitaine Dadis, vous dormiez lorsque votre commandant des opérations, Feu Joseph Makambo, est venu vous réveiller pour vous dire que les opposants s'apprêtaient à manifester ce 28 septembre. Est-ce que vous confirmez cette déclaration? Oui, maître. Très bien. Vous avez essayé de joindre celui ou parmi les leaders avec lequel vous entreteniez de bonnes relations. Oui, maître. C'était M. Sidia Touré. Oui, maître. Très bien. Lorsque vous l'avez appelé, M. Sidia Touré, qu'est-ce que vous lui avez demandé? Quand on en parlait, je lui ai juste dit, grand frère, par rapport à la manifestation, puisque la journée du 28 septembre était une date historique, que je voulais en faire, je lui ai dit si la manifestation pouvait être reportée, à part la date du 28 septembre, c'est là où clairement il m'a dit à 7 heures qu'il n'était plus possible. Et directement, il y a eu interruption. Oui. Donc, je n'ai plus cherché à le rappeler. Très bien. Sur ce point précis, la défense de Toumba a lu une déclaration de M. Sidia Touré, qui, je rappelle, il est partie civile dans ce dossier. Il est partie civile dans ce dossier. Que M. Sidia Touré aurait dit que vous l'aurez menacé de l'arrêter et de l'emprisonner. Est-ce que de telles conversations a eu lieu entre vous et M. Sidia Touré? Maître, vous savez ce qui est un peu décevant, c'est lorsque un fait ne se passe pas de la sorte et que par des occasions qu'on essaye de donner autre idée. Bon, je comprends bien, maître. Parce que je comprends et c'est tout à fait normal. À l'époque, ils étaient tous dans cette logique. Et si les avocats de Toumba ont pris ça à travers des affirmations, ce que je sais, en âme et conscience, c'est pas ce qui s'est passé. Très bien, très bien. Et je voulais juste le préciser parce que voici, ce sont les avocats de Toumba. Il est partie civile dans ce dossier-là. D'accord. Alors, puisque lui, il est parti au procès, Monsieur le Président, il y a avec quelqu'un qui était présent
vous ne le saviez même pas, vous ne vous rappeliez pas de ça, parce que c'est son téléphone que vous avez utilisé. Lui, il a fait une déclaration et on lui a demandé cela. Il ne confirme pas les propos de M. Sidya Touré. Je vous en donné lecture. Le procès verbal d'audition, de déposition de témoins de M. Tibou Camara en date du 10 août 2017 à 10h02. Il dit ceci, pages 2 et 3. Personnellement, étant pour le respect des libertés démocratiques, j'ai essayé de convaincre le président du CNDD pour qu'il autorise la manifestation, surtout que les manifestations des mouvements de soutien l'étaient sur le terrain. Je suis parvenu à le convaincre sur ce principe, mais il a demandé de décaler la date et surtout de délocaliser le lieu de la manifestation. Il a cité par exemple le stade de Nongo. C'est en ce moment qu'il a pris son téléphone pour joindre tous les organisateurs pour leur faire part de ses propositions par rapport à la manifestation. Il dit les propositions. C'est ainsi qu'il est parvenu à joindre Sidya Touré avec qui il a échangé. C'est à l'issue de cette conversation que le président m'a fait comprendre que Sidya lui a dit qu'il n'était pas à mesure de joindre tous les organisateurs à pareille heure et partager avec eux la proposition. En fin de compte, il lui a demandé de les laisser faire la manifestation. Ça veut dire que M. Tibou Camara dit qu'il a réussi à vous convaincre de laisser faire la manifestation et voici le compte rendu qu'il vient de faire de la conversation. Oui ou non, M. Tibou Camara ne confirme pas que vous auriez menacé M. Sidya Touré lors de votre conversation. Ouais, mais il ne le fait pas. Ça prouve à suffisance ce que j'ai dit. Sinon, connaissant M. Tibou, il aurait dit très clairement, contrairement à ce que, contrairement à d'autres affirmations. Très bien. Je laisse ce PV parce que M. Tibou Camara était le seul témoin effectivement de cette conversation. En tout cas, dans les pièces acquises au débat. Je continue mon interrogatoire, Monsieur le Président. Ça, c'était la nuit du 27. La nuit, je crois, du 27. Le 28 septembre, vous avez déclaré dans vos dépositions, dans votre procès verbal de déposition de témoins, et devant également les magistrats instructeurs, que vous dormiez quand, effectivement, votre commandant des opérations, Feu Joseph Makambo, est venu vous informer que la manifestation a lieu. Oui ou non? Oui, maître. Donc vous dormiez jusque dans les bandes de 10 heures. Et ce que vous dites, Monsieur le Président, il ressort un peu dans le procès verbal de déposition de témoins de M. Moussa Keïta. Dans son PV de déposition de témoins devant les magistrats instructeurs en date du 11 mars 2015 à 11h, à la page 2, il dit ceci. J'ai pu joindre au téléphone le jeune frère du président, dont j'ai oublié le nom, lequel m'a toujours répondu que le président dormait. Ça veut dire qu'au moment où les faits se produisaient, vous dormiez. On vous a réveillé pour vous dire que ce fait est en train de se dérouler. Oui ou non, cette information est vraie, Monsieur le Président? Comme vous-même vous constatez, maître. Oui. Vous dormiez? Oui. Très bien. Parce que à cette barre, Monsieur le Président, Monsieur le Capitaine, vous êtes poursuivi pour complicité. Lorsqu'à cette, on vous dit que vous étiez à cet instant précis où les faits se déroulaient, que vous étiez au stade,
Et c'est là où je vais revenir à l'une des questions posées hier par la défense de M. Toupa Diakité. Le doyen a dit ceci. Il soutient que vous avez envoyé, que vous êtes venu au stade à 10 h. Bon, il n'a pas précisé l'heure. Vous avez commandé les opérations à partir de Morokana. Vous avez envoyé Marcel et vous avez envoyé Tchiboro pour aller tuer Toumba, pour chercher-le, tuer-le. Mais il a dit ceci, Monsieur le Président. Il dit que vous oubliez que son client était lourdement armé ce jour-là. N'est-ce pas la preuve que le jour du 28 septembre, M. Aboubakar Sidiki dit Toumba Diakité était lourdement armé à la date du 28 septembre? C'est ça, maître. C'est la preuve, oui ou non? C'est la preuve. Très bien. Sur cette même question, Monsieur le Président, ils ont déclaré à cette barre, ce sont les conseils de M. Toumba Diakité qui l'ont dit, que vous étiez au stade. M. Diakité a comparu à cette barre, il a été interrogé. Ici, par tous les acteurs du procès, il a été interrogé par le magistrat instructeur, il a été interrogé à Dakar, sous commission rogatoire. Il a toujours dit que vous n'étiez pas au stade. Celui qui est défendu, parce que dans le procès pénal, nous on assiste, on ne vous représente pas. Celui qui est défendu vous dit, ou dit à tout le monde, que vous n'étiez pas au stade. Son conseil vient dire que vous étiez au stade. Est-ce que un tribunal criminel, parce que vous êtes poursuivi pour des faits graves, doit prendre au sérieux de tels amalgames, de quelle contradiction entre une défense et son client? Oui, c'est pour... Je l'ai dit, maître, je dis si... Je défie quiconque, que ce soit de la partie civile ou de la défense, et ce que vous venez de dire, même nous les accusés, ceux-là qui pensent qu'ils ont une intelligence par rapport à cette cour, je m'en moque. Je m'en moque. Et je dis clairement que cette contradiction en matière de droit pénal devant un tribunal criminel, il y a le parquet qui est là, des spécialistes. D'accord. Ils vont, je remets ça à leur sagesse, maître. Rassurez-vous, vous avez un tribunal très sérieux. Capitaine, est-ce que lorsque quelqu'un vous dit que mon client était armé au stade et que ce dernier, il est poursuivi pour des faits d'assassinat, des faits de meurtre, n'est-ce pas la preuve que l'intéressé est effectivement coupable des faits qui lui sont reprochés? N'est-ce pas la preuve qu'il était armé au stade du 28 septembre, ce jour-là, alors qu'il n'est pas gendarme? Il est militaire, il s'arme pour aller au stade du 28 septembre. Est-ce que ce n'est pas la preuve, Monsieur le Président, que ce tribunal est en train de rechercher à cette barre? Oui, vous savez, maître, comme je l'ai dit, je l'ai dit hier, un des célèbres magistrats, c'était des cours qu'on suivait, on n'était pas des spécialistes. J'ai parlé hier, j'ai dit, maître Sidram disait que le droit pénal est une arme à la gâchette facile. Ça veut dire quoi, maître? Ça veut dire ce que l'avocat de M. Toumba vient de dire. Il ne peut plus rattraper
Il ne peut plus rétracter. Il ne peut plus rattraper parce que la balle est déjà partie. Très bien. Alors je ne peux que laisser la sagesse de cet auguste tribunal. D'accord, capitaine. Et je le dis simplement parce que si à la phase de l'instruction préparatoire, ce sont les indices, ok, donc à la phase de l'inculpation, ce sont des simples indices. Ici, à cette part, c'est les preuves. Et voici ce que dit, je vous fais lecture de la question de preuve dans le code de procédure pénale, avec la permission de M. le Président. Une question suivra, bien sûr, M. le Président. L'article 497 du code de procédure pénale dit ceci. Hormis les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout moyen de preuve et le juge décide d'après son intime conviction. Ça veut dire que tous les moyens de preuve sont admis devant ce tribunal et il appartiendra au tribunal d'en décider, de donner une suite. Et la déclaration d'un avocat en fait foi. Je poursuis mon interrogatoire, Monsieur le Président. Sur l'organisation de la présidence, sur la question du commandant de la garde présidentielle et également sur le commandant du régiment, sur la question. Il vous a été posé une question ici par les conseils de M. Diakité et même le ministère public, que Toumba n'est pas le commandant du régiment. On vous a demandé, est-ce qu'il existe un acte de nomination, un décret de nomination de M. Toumba Diakité? Vous connaissant, vous êtes sincère, vous n'êtes pas dans le mensonge, Monsieur le Président. La question qu'il faille se poser et que moi je vais vous demander, est-ce que, puisque Toumba reconnaît de toute façon qu'il était le commandant de la garde présidentielle, il a déclaré au niveau de son PV d'interrogatoire, je vais le lire. On lui a demandé son PV d'interrogatoire devant les juges d'instruction en date du 23 mars 2017. En date du 23 mars 2017. Oui, maître. Je rappelle également qu'à cette date-là, il était assisté d'un de ses conseils. Ça veut dire que le PV là a été lu devant lui. Son avocat était présent et il n'a signé que lorsqu'il a dit qu'il était d'accord. Il dit ceci. Question. Le CNDD formé. Quelle fonction vous a-t-on accordé? Il dit, j'ai été nommé aide de camp et commandant de la garde présidentielle. Marcel a été mon adjoint. C'est lui qui parle dans son PV assisté du doyen Yomba. Je comprends, maître. Ok. Maintenant, est-ce que le commandant du régiment, puisqu'il n'y a pas un acte de nomination, ni vous, ni lui n'avez un acte, mais qui exerçait effectivement les fonctions du commandant du régiment? Alors, maître, par rapport à cette question, je prends juste un exemple terre à terre, ici, dans cette audience. Monsieur le procureur est là. Il a ses substituts. Si monsieur le procureur, excusez-moi, monsieur le procureur... Monsieur Camara, vous pouvez chercher un exemple ailleurs. Non, non, c'est l'exemple. Et vous laissez le tribunal, vous mettez le tribunal en dehors, y compris les autres parties, c'est-à-dire le ministère public, les accusés, la partie civile. Merci, monsieur le Président. Président. Prenez votre exemple ailleurs. Je prends l'exemple ailleurs. Alors, maître,
c'est comme un commissaire central. Qui de par un de ces travailleurs parte libérer, sortir quelqu'un d'une infraction de la prison. Cependant, il n'est pas commissaire, il est peut-être inspecteur ou un travailleur. En réalité, est-ce qu'il n'a pas exercé frauduleusement la fonction du commissaire qui a toute la latitude? Très bien. Donc on peut considérer que même s'il n'y avait pas un acte en tant que tel, M. Toumba agissait en cette qualité. Tout à fait. Commandant du régiment. Tout à fait. Très bien. Et pour preuve, je vais en revenir sur ce point. Laissez-le parler. Laissez-le parler. Il a répondu, Monsieur le Président, à la question. Laissez-le continuer. D'accord. Je voulais encore rafraîchir aussi, rafraîchir votre mémoire pour votre conviction. Lorsque M. Toumba est de camp, et comme son PV stipule, commandant de la garde présidentielle, s'engage volontairement à aller faire la sortie de 26 recrues. Recrues avec le grade de caporal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il exerçait cumulativement ses fonctions. D'accord. Justement, je viens sur ce acte-là. Lorsque on vous demande, est-ce que vous avez pris un décret? Parce qu'on vous a posé la question, est-ce que l'acte signé par Toumba est un acte de nomination ou c'est un décret? Ou bien, d'accord, et qu'on vous considère que vous qui étiez avec le commandant du régiment, et qu'ils le disent, mais est-ce que parmi vos titres officiels, quand vous étiez président de transition, chef de l'État, ainsi de suite, est-ce que le titre commandant du régiment figurait? Est-ce qu'on vous appelait commandant du régiment? Non. Est-ce qu'il y a un acte qui prévoit que vous êtes commandant du régiment? Non, nulle part. Très bien. Cependant, vous n'avez jamais exercé, et ce titre ne vous a jamais accompagné, vous n'avez pas non plus signé aucun acte de nomination ou de retrait d'éléments en tant que commandant de régiment. Entre vous, capitaine, oui, maître, et votre aide de camp, commandant de la garde présidentielle, oui, maître, qui a signé un acte en cette qualité de commandant de régiment, entre vous deux, qui doit-on considérer comme exerçant effectivement cette fonction de commandant de régiment? Mais c'est M. Toumba. Je suis satisfait, M. le Président. La preuve est libre. Hein? Voilà. En tout cas, est-ce qu'on vous a montré un acte ici que vous avez signé en qualité de régiment, du commandant de régiment? Non, maître. Très bien. Monsieur Diakité a déclaré que Marcel était son adjoint. À cette barre, il a dit que Marcel était un électron libre pour pouvoir dire que lui, Marcel pouvait faire des choses sans lui. Mais, Monsieur le Président, capitaine, lorsqu'il vous dit qu'il a quitté, par exemple, le stade chez vous, quand vous l'avez appelé, et que Marcel était venu lui dire mon commandant, que c'est en ce moment qu'il s'est... Marcel s'est rendu au stade, donc il a quitté, et lui,
on lui a appelé pour lui faire savoir effectivement que vous étiez parti au stade. Je vais relever en fait une contradiction entre ses propos et ceux de son avocat. Et vous posez ma question. Vous êtes président, parce qu'on a voulu vous présenter comme étant un chef de quartier. Lorsque le président se déplace, lorsque vous vous déplaciez à l'époque, vous vous déplacez avec au minimum combien de véhicules? Oh, maître, ça, j'estime que tout mon déplacement ici à Conakry, ça ne se passait pas sous silence. Très bien. Donc ce jour-là, si vous étiez venu au stade, on aurait su. Tout à fait, maître. Très bien. Et lorsqu'il dit qu'il a demandé au commandant du salon, qu'il a exigé à ce dernier, il lui a ordonné de ne pas vous laisser sortir. Son avocat dit que vous êtes sorti, vous êtes retrouvé au stade. C'est au même moment, hein, le timing. Est-ce que ça, c'est possible? Ce n'est pas possible. Très bien. Donc, vous confirmez à la base de ce tribunal que vous n'avez jamais quitté votre bureau. Vous êtes resté. Tout à fait, maître. Très bien. C'est lui qui dit que vous avez quitté votre bureau. N'est-ce pas à lui de rapporter la preuve de votre présence au stade ou à un autre endroit le jour du 28 septembre? Tout à fait, maître. Cette preuve ne vous incombe pas, oui ou non? Oui, maître. On ne va pas passer notre temps sur ce sujet précis. Monsieur le Président, sur la question, parce que vous êtes poursuivi pour complicité, et l'article 19 du code pénal dit clairement que c'est la participation en pleine connaissance de cause d'un individu à la commission d'une infraction. Ça suppose que vous avez donné des ordres ou que vous avez fourni des moyens, ainsi de suite. Lorsque la question a été posée, parce que je rappelle que toutes les déclarations de M. Diakité qu'il a fait devant les juges d'instruction et devant la gendarmerie de Dakar, il a nié à la barre. Mais je vais rappeler simplement pour la mémoire collective. On lui a posé la question, toujours dans son PV d'interrogatoire devant les magistrats instructeurs, à la page 11, avez-vous vu Dadis donner des instructions pour aller au stade? Je réitère, est-ce que vous avez vu Dadis donner des instructions pour aller au stade? La réponse donnée par M. Diakité était non. Il dit non. Oui ou non, c'est la preuve que vous n'avez jamais demandé à quelqu'un, y compris à lui-même, de se rendre au stade. Oui, maître, mais le problème c'est quoi? C'est que son avocat, ici, moi je n'ai plus rien à faire avec M. Toumba par rapport à cette partie. C'est la contradiction flagrante de son avocat qui jaillit tout de suite. D'autres questions? D'accord. Monsieur le Président, je laisse le PV d'interrogatoire de M. Diakité. Je prends celui, en fait, de M. Bienvenu Lama. Est-ce que vous savez que durant son interrogatoire par les magistrats instructeurs, il n'a jamais dit qu'il a eu une quelconque discussion avec vous, que vous vous êtes vu? Est-ce que vous savez qu'il ne l'a jamais dit? Oui, maître. Est-ce que c'est vous qui l'avez nommé à ce poste-là, à Kalia? Non, il était à Kalia bien avant. Bien avant vous? Oui. On veut faire croire que c'est vous qui l'avez nommé. Dites au tribunal que ce n'est pas vous qui l'avez nommé à ce poste-là. Vous l'avez trouvé là-bas.
Oui, Monsieur le Président, ce n'est pas moi qui ai nommé le colonel Bienvenu à Kalea. Très bien. Parce qu'on veut faire croire que c'est vous qui avez nommé vos proches là-bas. Ouais. D'autres questions? Voilà. Toujours sur la question de Kalia, est-ce que vous vous êtes une fois rendu là-bas pendant que vous étiez président? Oui, je ne connais pas Kalea. Très bien. Lorsque on vous dit que c'est vous qui avez réceptionné, demandé à ce que les recrues de Kalia soient logées au camp Alpha Yaya, j'ai posé une question à M. Yakité. Je lui ai demandé, lorsqu'on lui a dit que ces recrues étaient là pour le président Dadis, il était votre aide de camp. Il a dit lui-même conseiller spirituel. Mais moi, je considère aide de camp, comme vous étiez, il était vos yeux et tout. Tout à fait. Mais pourquoi, lui, quand il a appris cela, pourquoi n'était-il pas venu vous demander? Est-ce que vous trouvez ça compréhensible qu'on vous attribue des choses aussi graves et que lui, en tant qu'aide de camp, ne vient pas vous informer? C'est ça, maître.